Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 320e rencontre Vlil. Et ce soir, on est avec Jérôme Collin pour son roman Les Dragons aux éditions Alary, qui avait reçu la seconde place du prix Vlil mention spéciale. Et c'est aussi pour cette raison qu'on vous reçoit, Jérôme, parce que c'est vrai que le livre date déjà de la rentrée littéraire dernière, mais il continue de vivre, il continue d'exister, et on comprend quand on le lit. Et c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir et merci à tout le monde de m'accueillir. Alors, Jérôme, vous êtes journaliste à la RTBF, vous animez plusieurs émissions, mais vous êtes aussi écrivain. Et on parlera peut-être aussi de ces trois romans, puisque c'est un troisième roman pour celui-ci. On parlera aussi peut-être un tout petit peu des deux autres, parce qu'il y a forcément quelques liens. On va déjà parler des dragons, bien évidemment. Vous vous êtes immergé 4 mois dans un centre de soins psychiatriques pour adolescents de 12 à 18 ans pour écrire ce roman. J'aimerais que vous nous racontiez déjà cette expérience et cette genèse finalement de l'écriture. Comment on décide à un moment donné d'aller dans un centre de soins psychiatriques pour adolescents et d'écrire ensuite là-dessus? Alors, c'est pas toujours évident pour moi qu'après un roman, il y ait un autre roman. C'est pas une évidence. J'écris chaque fois comme, en fait, c'est le roman que j'écris, il sort, et puis je sais pas du tout s'il y en aura un autre, parce qu'en fait, je sais pas du tout si je vais être habité par un autre sujet qui vaut la peine, à mes yeux, d'y passer 2 ans. Donc, je sais que le démon de l'écriture, l'envie d'écrire est là, mais il me faut un sujet, quoi. Et après le champ de bataille qui parlait de l'adolescence vu du côté des parents, etc., il y a eu une adaptation au théâtre, le travail sur une adaptation au cinéma et tout ça. Et et j'écrivais plus. Ça me manquait d'écrire, mais je n'écrivais plus. Et puis j'ai eu très envie soudain de raconter une histoire d'amour entre adolescents. C'est la première chose c'est la première étincelle qu'il y a eu. Très vite, j'ai su que je voulais raconter une histoire d'adolescents cabossés, parce que c'est ceux qui me plaisent, parce que c'est le genre d'adolescent que j'ai été. Dans mes enfants, il y en a eu un pas mal aussi comme ça, cabossés. Et donc, évidemment, c'est vers eux que je voulais aller. Donc, histoire d'amour, deuxième temps, entre des adolescents cabossés. Et puis un jour, je lis la presse et je lis des statistiques sur le mal-être des ados après le Covid. Et je lis des choses qui m'effraient et que d'ailleurs je ne comprends pas. Je lis qu'un adolescent sur trois déclare souffrir de troubles anxieux ou de dépression. Un sur trois. Je me dis, merde, ça veut dire que dans une classe moyenne, il y en a 10. C'est beaucoup. Et puis je lis qu'un adolescent entre 12 et 18 ans en France, sur 10, un adolescent sur 10, a déjà pensé à mourir. Et là, je revois la même classe de 30 enfants et je me dis, il y en a 3 qui ont déjà pensé à mourir. Et en fait, je ne parviens pas à comprendre ce chiffre-là. Je bloque. Je ne, je sais qu'il est vrai parce que l'étude est signée, mais je ne parviens pas à processer cette information-là. Et à partir du moment où je ne parviens pas à la processer, alors ça devient une obsession. Et si ça devient une obsession, ça devient un livre. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai été les voir. J'ai été les voir, je me suis dit, ben voilà, ça va être mon cadre, ça va être mon arène, comme on dit. L'hôpital psychiatrique va être mon arène pour essayer de faire s'aimer ces deux enfants. Est-ce qu'ils y parviendront? Est-ce qu'ils y parviendront pas? Qu'est-ce que ça va jouer dans leur vie? Tout ou rien? Ça, je ne le savais pas encore. Mais d'abord, après cette idée-là, il a vraiment fallu que j'aille rencontrer les jeunes. Et c'est pour ça que j'ai passé effectivement presque 4 mois tous les jours, sauf le week-end évidemment, dans un hôpital psychiatrique ici en Belgique. Alors, il y a en effet des statistiques dans ce livre-là qui effraient clairement, mais il y en a parfois des un peu plus drôles, notamment au début du livre. On pense au fait que l'humanité a quand même passé 24 495 années à écouter Gangnam Style. Euh, Exactement. mais voilà, il y a aussi évidemment d'autres statistiques beaucoup plus douloureuses. Et peut-être celle qui est encore pire, c'est peut-être le délai d'attente pour une place en hôpital psychiatrique, entre 6 et 18 mois d'attente. Et ça pose clairement problème dans le sens où, évidemment, ces adolescents ont besoin d'immédiateté dans les soins qu'ils ont à prendre, et notamment par rapport au post-Covid, dont vous parlez également. Mais pour le coup, ce délai d'attente, il est dû à quoi? Comment on peut le résoudre?
et finalement quelles conséquences il a sur ces adolescents. Oui, je sais, vous allez me dire que la solution est complexe. Elle est évidemment complexe. Le départ est simple, c'est l'absolu sous-financement de l'aide à la jeunesse de manière générale. Que ce soit en Belgique ou en France, l'hôpital est sous-financé et l'hôpital pour la jeunesse est encore plus sous-financé. Les services d'aide à la jeunesse sont sous-financés, ce qui est absolument impensable parce que quand on y pense, qu'est-ce qu'une société a de plus précieux que ses enfants? Renault, Peugeot, une banque? Non. La chose évidemment la plus précieuse que possède une société, ce sont ses enfants. Et pourtant, on voit que tout le secteur de l'aide à l'enfance est sous-financé. Donc en fait, une des raisons pour lesquelles il y a des listes d'attente, c'est que le secteur est sous-financé, qu'il n'y a pas assez de lits pour accueillir ces enfants. Maintenant, pourquoi autant d'enfants ont besoin euh, de sortir de la famille, de sortir de l'école, de sortir de leur cercle d'amis pour un temps qu'on appelle un time-out en dehors et en hôpital? Alors là, évidemment, la réponse est complexe. Parce que les raisons pour lesquelles ces enfants, à un moment, décrochent de l'école, décrochent de la famille, décrochent de leur groupe d'amis, décrochent du fait de vouloir se lever demain, de croire en la vie, d'aimer l'avenir, les raisons sont évidemment plurielles. Et il y a pratiquement autant de raisons d'entrer à l'hôpital quand on est adolescent qu'il y a d'enfants. Alors, il y a des grandes tendances, évidemment. Il y a la main de l'homme, c'est-à-dire que le masculinisme est une des raisons majeures de la présence de jeunes filles en hôpital psychiatrique. Le viol est massif, l'inceste est massif. Et donc, il doit y avoir une réflexion urgente sur la manière dont on éduque les garçons dans notre société. C'est urgentissime. Parce que quand on fait un séjour en hôpital psychiatrique, on voit la main des garçons. Et une C'est grande pour ça qu'il majorité de filles, c'est ce que vous écrivez. y a une grande majorité de filles pour plusieurs raisons, hein. Et une de ces raisons est la main des garçons. Et c'est pour ça que j'écris le viol est un assassinat, sauf que le cadavre respire encore. C'est parce que j'ai vu ça. J'ai vu que c'était un meurtre, qu'il y avait assassinat dans le viol. Donc, la main de l'homme, c'est une des raisons essentielles. L'école. L'école qui détruit est une réalité, malheureusement. Et c'est très souvent pas la faute des profs, hein. Des fois oui, mais très souvent pas. Souvent, c'est parce que l'institution est en retard sur le monde, qu'elle est d'une certaine manière, bien sûr, persécutante, qu'elle est hiérarchique, qu'elle récompense ceux qui réussissent et qu'elle punit ceux qui ratent, et tout le monde n'est pas capable de le supporter. La famille est évidemment une autre raison, hein. La famille est un espace où on devrait tous s'aimer et pourtant, c'est pas si simple. C'est un espace de violence. Les réseaux sociaux qui ne s'arrêtent jamais de tourner. Donc, quand on est au centre d'une tempête sociale, eh ben, elle est là 24 heures sur 24. Il n'y a pas moyen de s'en échapper. Et puis, la dernière raison, qui est la plus vaporeuse, la plus troublante, c'est la mélancolie que j'ai vue chez certains enfants par rapport au monde. Vous qui aimez les livres, vous connaissez probablement Jean-Paul Dubois, qui a été pris Goncourt. Et Jean-Paul Dubois, son avant-dernier livre, qui a été pris Goncourt, s'appelait Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Et je trouve que c'est un titre splendide. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Toutes les femmes n'habitent pas le monde de la même façon. Tous les enfants n'habitent pas le monde de la même façon. Et il y a vraiment là-bas des enfants qui n'habitent pas le monde de la même façon. Et le monde, ça semble l'insupporter. Que certains essayent de l'habiter d'une autre façon, qui est moins dans la norme. Il n'est pas d'accord avec ça, le monde. Et donc, ces enfants sont persécutés par l'une ou l'autre chose. Et à un moment, ils doivent trouver refuge. Et c'est là qu'ils trouvent refuge.
Et il y a peut-être une autre cause que vous évoquez aussi dans le roman, c'est le capitalisme. Vous en avez parlé il y a quelques instants avec ces usines, Renault, Peugeot, etc. Mais c'est peut-être la solution la plus difficile à contrer, c'est celle du capitalisme et à laquelle je pense qu'aucun lecteur ici ou ailleurs n'aurait pensé peut-être en faisant ce lien entre capitalisme et mal adolescent. Et je trouve que c'est extrêmement fin de comment vous l'amenez dans le sens où on est toujours dans cette recherche de perfection, dans cette recherche d'amélioration de l'être humain sur tous les plans. Vous dites qu'aujourd'hui, pour être un bon être humain, il faut faire du yoga euh, et en effet une autre activité, mais avec l'avènement du développement personnel, il y a quand même un lien évident finalement en vous lisant que personne ne fait, ou en tout cas pas à ma connaissance. Et je trouve que c'est extrêmement fin d'avoir mis cette grande cause d'anticapitalisme qui en effet fait mal aux adolescents, au monde Mhm. peut-être en général, mais plus particulièrement aux adolescents dans un âge où ils sont soumis à la concurrence. Ouais. Quand je disais le monde, il veut pas de ça, c'est le système mondial, qui est le capitalisme, quoi qu'on dise, hein, c'est le système qui dirige le monde, ne veut pas de la différence. Il déteste ça. Il déteste les utopies et il déteste la différence, le capitalisme. Et effectivement, quand on y pense, on voit quand même que quand on le regarde de haut et de manière assez naïve d'ailleurs, le capitalisme, c'est quoi? C'est un système de junkie, c'est-à-dire que on crée du désir et donc un manque, on comble ce manque, on consomme, on est content, on se lève le lendemain, on est en manque, on nous crée un nouveau désir, on est en manque, on reconsomme, on redescend, on est frustré, on reconsomme, exactement comme un héroïnomane. C'est-à-dire que c'est le sens même du capitalisme, c'est faire de nous des héroïnomanes, selon nous, selon moi. Et en fait, il y a un truc que les enfants disaient souvent, c'est qu'ils ne voyaient pas comment entrer dans le monde. J'écris, je vois bien que le monde tourne, mais je ne sais pas comment on peut monter dedans, parce qu'il n'a pas de sens. Et peut-être que le sens qu'il voulait dire, moi je l'ai interprété comme idéal. Qu'est-ce que le capitalisme, et donc le monde, propose comme idéal? Quel est l'idéal commun vers lequel nous tendons? Eh bien, peut-être qu'il n'y en a plus. Et que le capitalisme, ce système-là, en tout cas, je crois qu'il n'a rien à proposer en termes d'idéal. Il propose des choses, mais pas d'idéal. Et je pense que c'est une lame de fond qui se ressent énormément chez les jeunes aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y a une perte, il n'y a pas de sens. C'est comme si vous êtes dans le noir et vous n'entendez aucune voix pour vous indiquer la direction dans laquelle aller. Je pense que c'est ça qu'ils vivent. On va revenir sur le roman, notamment par rapport à ce personnage. Alors évidemment, vous brouillez clairement les pistes puisque vous le prénommez comme vous, Jérôme. Alors on oscille entre le réel, le fictif, et finalement, peu importe si c'est votre histoire ou pas, euh, même s'il y a sûrement des bribes, mais j'aimerais que vous nous parliez de cette mise en abîme de ce personnage-là, que vous nous parliez de qui il est finalement. On sait qu'il a 15 ans, on sait qu'il déteste ses parents et notamment leurs goûts musicaux. On pense à Feldman et Serge Lama. Encore des punchlines très drôles sur le côté musical, on y reviendra ensuite, mais j'aimerais que vous nous parliez de lui finalement. Qui il est pour vous, Jérôme? Quel est ce personnage que vous avez décidé de construire autour peut-être de Colette, cette fameuse rencontre dont on parlera aussi tout à l'heure. Mais d'abord, Mhm. j'aimerais qu'on parle de Jérôme. Alors, lui, c'est le narrateur de l'histoire. Pour moi, l'héroïne du roman, c'est elle. Mais lui raconte l'histoire. Et c'est effectivement un jeune garçon de 15 ans qui est envoyé dans le centre par une juge parce qu'il a menacé son père avec un couteau. C'est un jeune gamin replié sur lui dans sa chambre, qui n'a pas d'amis, qui ne voit pas comment monter dans le monde, alors qu'il voit bien qu'il tourne et qui part sans lui. Tout le monde lui dit. C'est un gamin qui a une scolarité chaotique. Mais je dis tout de suite aux gens, je vous demande d'aimer cet enfant. Je sais ce qu'il a fait, mais je vous demande de l'aimer. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que c'est un enfant. Il n'a que 15 ans. Et nous, les adultes, nous ne pouvons pas nous abaisser à détester un enfant.
ce que nous faisons parfois à l'école, ce que nous faisons parfois dans la justice. On est capable de ça. Et c'est vraiment un truc moche chez nous. Donc, je me suis permis de demander à la lectrice et au lecteur d'aimer cet enfant-là. Et Jérôme, il a mon nom, hein, évidemment, donc je ne peux pas le cacher. C'est moi. Je n'ai pas eu le parcours qu'il a eu, je n'ai pas eu la vie qu'il a eu, mais dans chacun de ses pores, c'est moi. Toutes ses colères, par exemple, c'est les miennes. Euh, il est habité de colère. Il est en colère contre le monde entier. Et il pense que le monde entier lui en veut. Et je pense avoir vécu une partie de ma vie comme ça, parfaitement en colère et parfaitement persuadé que le monde en avait après moi. Et, euh, et donc, je lui ai donné ça de moi, mais je lui ai aussi donné des croyances plus nobles que j'ai, pas seulement la colère, mais je voulais qu'à un moment, cet enfant voit apparaître l'autre et qu'il se dise, la solution est là. La solution est dans l'autre, dans celle qui vient d'entrer dans la pièce. Et, euh, et que l'amour peut sauver. Je voulais qu'il ait cette croyance-là, que l'amour peut sauver parfois. Et ça se comprend. Vous avez, j'imagine, vu beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans ces 4 mois. Comment vous avez choisi finalement les destins de chacun d'eux? Comment raconter leur histoire de manière élégante, noble, sans tomber finalement euh, dans l'irrespect ou en tout cas dans quelque chose de malsain? C'est pas si évident que ça de raconter un témoignage, une parole, surtout dans des destins si particuliers. Comment vous avez travaillé la matière noire? C'était le plus difficile. C'était évidemment le plus difficile parce que tous ces enfants, je les connais, je les ai rencontrés. Alors, il y en a qui sont romanesques, qui sont le mélange de plusieurs enfants, etc., etc. Mais par exemple, si on prend le personnage principal, qui est Colette, il est éminemment inspiré d'une jeune fille que j'ai rencontrée, qui s'appelait Nell, à qui je dédie Les Dragons, qui, euh, qui malheureusement est décédée aujourd'hui. Et, euh, et elle m'a fait confiance. Elle m'a raconté son histoire dans les moindres détails. Je lui ai fait confiance. Nous nous sommes fait confiance. Et un jour, elle a disparu. Et un jour, elle a décidé de mourir. Et c'était au milieu de l'écriture du livre. Et je me suis retrouvé comme ça en me disant, voilà, j'abandonne. Ça n'a plus aucun sens parce que je pense que j'écrivais le livre pour lui dire à elle qu'elle n'était pas seule à la fin. Mais j'avais déjà découvert qu'en fait, il y avait des millions de dragons. Et donc, j'ai continué. Après, évidemment, une pause de, je sais pas, 5 6 mois. Et j'ai vraiment conscience d'avoir écrit Les Dragons avec Nell sur mon épaule. Et comme vous le dites, effectivement, c'était obsédant pour moi de ne pas la trahir. C'était obsédant pour moi de ne pas dépasser les limites. C'était obsédant pour moi de lui être fidèle, d'être fidèle à ce qu'elle m'avait dit. Et donc, ça a été, je pense, une longue discussion entre elle et moi. Je crois que quand on est mort, on est mort, hein. Les morts ne parlent pas, je l'écris dans le livre, je ne crois pas du tout. Mais j'avais besoin d'imaginer ce qu'elle allait me répondre. Est-ce que ça, tu es d'accord? Est-ce que ça te va? Et donc, je pense que l'écriture des dragons a été une longue discussion avec elle. Voilà. Mais vous avez entièrement raison. Il fallait faire attention, je pense, à chaque mot pour ne pas tomber dans le pathos gratuit et en même temps dire les choses, que ces choses-là existaient,
qu'il y a des jeunes filles de 17 ans qui ne veulent pas vivre. Aussi désagréable cela soit-il pour nous tous. Voilà. Et justement, par rapport à ça, j'aimerais qu'on parle peut-être du cliffhanger finalement du livre. Au tout début, on aborde votre roman comme quelque chose de plutôt caustique, avec beaucoup de drôlerie, d'humour. Et puis finalement, à un certain moment, très vite, hein, on change d'aspect. Il y a une sorte de mue finalement, une sorte de mue adolescente. Est-ce que c'était cette mutation-là que vous vouliez décrire aussi comme la mutation que subit un adolescent entre 13, 14, 15 ans? On sent dans le roman qu'il y a véritablement cette mutation, ce déclic qui est à la fois littéraire et en même temps extrêmement rythmé. Comment vous aviez envisagé les choses? Euh, je voulais que l'ouverture, il est adulte, il a 35 ans au début du roman, et puis on va retourner en son enfance après 2 chapitres. Très vite, il rentre dans le centre, et très vite, cette jeune fille va. Les résidents du centre vont apparaître. Et je voulais que ce soit un moment clé du livre, que le petit con qu'il est, il a le droit, hein, il a 15 ans, comprenne l'altérité, comprenne qu'il y a des autres dans le monde et qu'il n'est pas le seul à souffrir, que le monde ne tourne pas autour de lui. Et ça, j'ai longuement cherché comment lui faire comprendre ça à ce gamin. Et en fait, j'ai juste décidé de le mettre là, de juger les enfants autour de lui, la jeune fille maigre qui longe le mur, celle qui regarde ses pieds, et qu'en fait, ils apprennent tous deux au même moment. Et c'est pour ça que j'ai fait cette scène. Je l'ai jugée parce que j'ignorais tout. Je ne savais pas que Vinciane, elle avait vécu ça. Je ne savais pas que Lionel, il avait vécu ça. Je ne savais pas que Sarah, elle avait vécu ça. Et je pense que c'est un moment où il tombe sur terre, quoi. Il se dit, merde, les autres, ça existe. Et l'infirmière venait de lui dire, je sais ce que tu penses d'eux, tu penses qu'ils sont fous, mais ils ne sont pas fous. Ils souffrent comme toi. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il se trouve une communauté de souffrance. Merde, c'est con. C'est mieux une communauté de joie. Mais c'est quand même la première communauté de sa vie. Et c'est déjà ça. Et, euh, et donc, par là, par la mue, je voulais qu'il passe de isolé à entouré. C'était ça ma mue, pour lui. Et alors justement, il a une obsession aussi, Jérôme. Alors son obsession à lui, c'est d'entrer dans une fille. Je cite le texte. Alors il le dit de manière plutôt abrupte et peu élégante, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais au fond de lui, il y a beaucoup de poésie finalement. Il y a beaucoup de candeur, d'innocence, à la fois dans son approche et dans le respect de la femme aussi. Quand il parle de Colette, il a des mots extrêmement doux. Et c'est ça qui est aussi la difficulté et surtout l'ange et le démon que comporte un adolescent. Quel type de personnage finalement vous vouliez pour incarner ce rôle si délicat parce il est tout en subtilité, il est tout en finesse finalement ce Jérôme. Vous lui mettez tellement de casquettes, tellement d'ailes finalement à ce dragon qu'on a l'impression qu'il va véritablement avoir un destin totalement singulier. Mhm. C'est gentil, merci. C'était important pour moi qu'il ne soit pas manichéen, manichéen, bon, méchant. Entrer dans une fille, c'est con. Enfin, vraiment, c'est vraiment la réflexion la plus idiote qu'un garçon de 15 ans puisse se faire. C'est une espèce d'obsession sociale. On nous fait croire que les premiers pas dans la sexualité vont faire de nous des hommes. C'est faux. Ce qui va faire de nous des hommes, c'est notre capacité à respecter les femmes ou les hommes qu'on aime. Mais pas du tout la sexualité, ça fait rien. Et je voulais en fait juste qu'il ait un désir obsessionnel mécanique, entrer dans une fille. Et moi-même, je trouve ça atroce, hein, j'ai honte de le dire à chaque fois. Mais je voulais que ce soit mécanique, un désir purement mécanique. Et qu'une fois qu'elle apparaît, c'est fini. Il est romantique. Je voulais juste qu'il évolue et lui faire passer de cette ridicule obsession mécanique, il n'a que 15 ans,
Normal. C'est ce qu'on se vend hein, entre garçons à cet âge-là. Et toi, tu l'as déjà fait, toi, tu l'as déjà fait. Ah ben non, bah, moi aussi alors, j'aimerais. Mais je voulais vite qu'ils comprennent que c'était autre chose, que, que l'amour, c'était pas ça. C'était pas rentrer dans une fille. Que l'amour, c'était qu'à un moment, le monde est vide et que quand cette chose-là tombe, il est complet. Voilà. Et je voulais vraiment faire tomber cette fille du ciel, quoi. Et que le monde soit vide une minute avant et complet juste après son apparition. Et alors, l'adolescence, sur ce jeune de 15 ans, vous l'aviez déjà évoqué sur le précédent roman. Là, c'est le troisième, après Éviter les péages et Le champ de bataille. Dans le premier, le sujet était un homme de 40 ans qui vous ressemblait évidemment beaucoup. Euh, Hmm. Dans le second, vous vous attaquez à l'adolescence avec, encore une fois, ce jeune de 15 ans, comme dans Les Dragons. Est-ce que c'est ce moment charnière d'une vie que vous voulez creuser, finalement, le sillon, le terreau de votre littérature? Est-ce que vous avez trouvé, entre guillemets, un instant de vie qui vous permet d'être au commencement, finalement, d'une vie, d'un destin, c'est peut-être le moment où les choix sont peut-être les plus importants, finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ou est-ce qu'au contraire, comme vous le disiez tout à l'heure, simplement le sujet va conduire à la littérature? Ah. Parce qu'on sent chez vous qu'il y a cette tendresse et en même temps cette colère vis-à-vis de l'adolescence. Et on a l'impression quand même que c'est là où vous excellez finalement. C'est votre meilleur rôle, c'est votre meilleur costume. Et ce serait dommage d'abandonner ce terreau-là, mais en même temps, j'imagine que vous voulez aussi aller ailleurs. Ben, la vérité, c'est que c'est le costume que je ne parviens pas à quitter dans la vie. C'est-à-dire que souvent, ma femme, moi j'ai 3 enfants, et elle dit, ah, Jérôme, il a 3 enfants et moi j'en ai 4. Évidemment, elle m'inclut dans son groupe d'enfants. Euh, c'est une boutade et en même temps, c'est évidemment pas loin d'être vrai. Je pense que vraiment, l'adolescence, c'est un costume que j'ai eu du mal à quitter, qui a encore plein de colère. J'ai encore envie de lancer des pavés partout, de m'indigner en permanence, de gueuler. Et, euh, et en plus, c'est quand même le temps, je pense, le plus fascinant de la vie. C'est celui où on ne sait pas ce qu'on va devenir, où tout est possible. C'est à la fois effrayant et fascinant. C'est à la fois très tendre et très violent. C'est quand même la période la plus tempétueuse de notre vie, l'adolescence. On va enfin se libérer de nos parents, même si on les aime, hein, mais ils ont mis des années à nous donner des racines et nous, on veut utiliser les ailes, quoi. Et c'est quand même beau ce moment où on veut utiliser nos ailes. C'est risqué, mais c'est beau. Et donc, je trouve que l'adolescence est quand même un moment romanesque de la vie. Voilà. Pour écrire des romans, j'adore aller rechercher l'adolescent que j'ai été. Parce que je vivais fort, quoi. Vraiment, je vivais très fort. J'étais en feu, quoi. Comme nous toutes et tous, je pense. On est habité quand on est ado. Et après, je... des fois, j'ai envie d'être adulte, mais ça dure 2 jours. Voilà. Et ce soir, vous êtes quoi? J'essaye d'être adulte. J'essaye d'être adulte. En fait, c'est marrant parce que dans Les Dragons, le psychiatre lui dit, je, le monde va pas changer pour toi. Tu vas devoir rentrer dans le monde tel qu'il est. Et c'est ça qui est fascinant avec le fait d'être un adolescent. C'est qu'en fait, quand on souffre ou quand on a d'un mal-être, qu'on est extrêmement anxieux, moi je suis extrêmement anxieux par exemple, on doit entrer dans le monde tel qu'il est, quoi. On n'a pas le choix. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on met un pull plutôt qu'un sweat à capuche, comme ça, les collègues ils sont contents, etc. Mais on met des vêtements, quoi. Mais ce n'est jamais que faire illusion. Et au fond,
Il y a quand même très fort le gamin qui a envie d'aller balancer des pavés sur tout ce qui passe et qui le trouve injuste. Et en fait, des fois, ça m'épuise et d'autres fois, ça me réjouit. Voilà. Et mais je ne parviens pas à abandonner ça. Et très honnêtement, ma vie professionnelle serait plus simple si je parvenais à abandonner ça. Mais je n'y parviens pas. Donc on peut encore espérer un autre roman sur cette période-là. Je pense que j'ai très envie d'écrire sur l'école parce que je suis extrêmement remonté contre le système scolaire. Donc je pense que j'ai envie d'écrire sur l'exclusion scolaire, oui. Sur ce que fait l'exclusion scolaire. Je souhaite être le premier lecteur de ce roman-là. Ah bon, raconter. Alors, j'aimerais qu'on parle des auteurs, finalement, des grands auteurs, parce qu'il y en a beaucoup, finalement, dans ce roman-là aussi, des grands auteurs de ce monde, avec leurs maximes, avec leurs Ouais. grandes phrases, dont on tombe finalement tous amoureux et on se dit, mais oui, c'est ça, le mot est juste, le mot est fort. Et c'est souvent déclencheur de quelque chose, notamment à l'adolescence. Et c'est le cas aussi pour Jérôme. Est-ce que ça a été aussi votre cas? Est-ce que Steinbeck fait partie de ces auteurs-là qui ont déclenché quelque chose? J'ai cru comprendre que vous étiez fan également d'autres grands auteurs, mais est-ce que Steinbeck, c'est celui finalement qui a déclenché littérairement quelque chose ou pas finalement, peut-être de manière beaucoup plus personnelle? Il a fait partie de ceux qui ont dynamité mon adolescence et ma vie de jeune adulte, oui, ça c'est sûr. Et particulièrement des souris et des hommes. Je me rappelle, je faisais un peu de théâtre quand j'étais plus jeune et j'avais lu des souris et des hommes et c'est une période de ma vie où j'étais assez isolé. Je voyais pas beaucoup les autres. Et, euh, et je me rappelle que cette fraternité qu'il y avait entre les deux personnages de Steinbeck, qui sont deux mecs qui vont de ranch en ranch comme ça, et ils se font virer parce que le grand, il fait que des conneries, et le petit passe sa vie à essayer de sauver sa peau. Mais pourquoi il fait des conneries? Tout simplement parce qu'il n'habite pas le monde de la même façon que nous. Et ça m'avait mais bouleversé, je me souviens, mais bouleversé. L'amitié, la fraternité, le fait qu'ils aient un petit rêve humble, alors que tout le monde rêvait d'aller à Tahiti. Eux, ils veulent juste une toute petite maison avec un toit pour écouter la pluie tomber quand il pleut et quelques lapins. Et moi, je viens d'un milieu ouvrier et très franchement, ce rêve-là me suffisait. C'était c'était presque une révélation comme ça. Que le bonheur, c'était d'être avec une personne qu'on aime, que ce soit un ami ou un amour, et que c'était caresser des lapins, écouter la pluie qui tombait sur le toit, quoi. Que peut-être que c'était que ça, que c'était pas tout le reste qu'on voulait me vendre à ce moment-là. Et quand on n'a pas de lien, de groupe d'amis comme ça, extrêmement solidaires, forts, etc., on en trouve dans les livres. Et moi, je sais que j'ai véritablement trouvé des amis dans les livres ou dans le cinéma. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. Si vous me demandez la liste de mes 10 meilleurs amis, il est assez probable qu'il va y avoir E.T. dedans. Et en fait, c'est pas loin d'être vrai. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'ai vu E.T., je sais pas, 150 fois. Et à chaque fois que E.T., à la fin du film, va quitter l'enfant, Elliot, et qui lui dit «Je suis là», je pleure. De mes 8 à mes 49 ans, 150 fois de suite. Donc, il est évident que ce «je suis là» touche quelque chose d'absolument essentiel en moi. Et j'aime me demander quoi. C'est quoi ce «je suis là»? De quelle épaule j'ai besoin pour vivre? Pourquoi ce «je suis là» me bouleverse à ce point? Eh bien, dans Des souris et des hommes, il y a ça. Georges Pourlény, il dit constamment «je suis là». Et dès que la solidarité entre les êtres humains se met en marche de manière aussi puissante, ça me bouleverse. C'est le groupe qui me bouleverse, c'est le groupe qui sauve, c'est la solidarité. Je, je, je ne comprends pas comment on idolâtre Steve Jobs, qui était probablement le pire des enculés avec ses employés.
je ne comprends pas notre monde qui idolâtre des gens aussi puissants. Et ils n'en ont pas besoin. Ce sont évidemment pas des exemples de vertu. Ce sont juste des exemples de réussite capitaliste, mais ce n'est pas des exemples de vertu. Et quand même, ça dit beaucoup sur notre monde, les gens qu'on admire quand même. Et dans ce cas-là, ou Elon Musk, je trouve ça extrêmement inquiétant qu'on fantasme sur des personnalités aussi dangereuses que celle-là. Alors, vous avez posé déjà beaucoup de questions, et justement, il y a beaucoup de questions dans ce roman aussi. Et je me suis toujours posé cette question-là, justement, quand vous écrivez, euh, comment vous résolvez cette équation des questions qu'il y a dans votre tête et finalement des réponses? Est-ce que vous avez les réponses de toutes vos questions que Jérôme se pose? Est-ce que vous construisez la réponse à partir de la question ou finalement l'inverse? Il y a beaucoup de questions, et des questions existentielles et des questions auxquelles on n'aura peut-être jamais de réponse. Mais Lesquels, finalement, par exemple? alors il y en a beaucoup, hein, je pourrais en citer beaucoup, mais là, je ne les ai pas notés. Mais j'en ai beaucoup, mais je vais les retrouver. Ouais. Pourquoi l'école parvient à absorber certains élèves et à en régurgiter Oui, d'autres? notamment celle-ci. Mais très franchement, si je pose les questions, c'est qu'il y a un truc qui m'échappe. Je, ne- je- Effectivement, il y a plein de questions dans les dragons. Je m'en suis rendu compte après, il y a quelques mois seulement. Il y a tout le temps des questions. Euh, Si je les pose, franchement, j'ai pas de réponse. Sinon, je les pose pas. Je suis journaliste, moi. Et donc, si j'ai pas, si j'ai une réponse à la question, je la pose pas. Très franchement, je ne comprends pas comment, au XXIe siècle, il est encore possible que l'école absorbe certains élèves dans la norme et régurgite de manière dégueulasse ceux qui ne sont pas dans la norme. Vraiment, ça me met hors de moi. Je ne comprends pas. Et, euh, et donc, je pose la question. Ou j'écris un livre. Mais c'est tellement plus court de poser une question que d'écrire un livre. On prend ça. Ouais. Vous écrivez à un moment donné, il faudrait être informé de la dose de chagrin que chaque décision va engendrer. Elle est terrible, cette phrase, et en même temps, on aimerait aussi qu'elle se réalise. Ça fait partie de vous. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions aussi à chaque fois que vous touchez ce sujet-là. On sent qu'il y a de la souffrance, on sent qu'il y a de la colère aussi, mais finalement, est-ce que c'est ce que vous rêvez? Est-ce que vous rêvez de pouvoir anticiper finalement le futur et de savoir quel chagrin ça va vous causer? Est-ce qu'on doit se poser cette question-là aussi? Non. Mais on souffrirait moins. Et c'est là toute l'histoire des dragons, je pense. C'est que il est inscrit en lui que aimer, c'est potentiellement souffrir. Que s'attacher aux autres, c'est potentiellement les perdre. C'est ça qu'il dit avec son chien. On a eu un chien, il est mort. Tu crois quand même pas que je vais faire un enfant? Et ce qu'il ne comprend pas, et donc le rapport qu'il a à la vie, c'est celui-là. Si je m'attache, je vais souffrir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette discussion entre sa femme et lui au début. Et elle lui dit, mais c'est ça l'aventure. Et il lui dit, mais la vie, c'est pas une aventure, c'est une épreuve. Et en fait, sa croyance profonde, son mécanisme de défense à lui pour avancer dans le monde, c'est de penser que la vie est une épreuve et qu'il faut prendre des coups et qu'on est une victime de cette vie. Et je pense que dans le livre, j'essaye de lui faire comprendre, en retournant dans son passé, que la vie est une aventure Est-ce- et, Oui, pardon, Jérôme. et que le principe de l'aventure, c'est le danger. Et qu'il n'y a pas de vie sans se lancer dans la vie, sans le fait de se lancer dans la vie. On ne peut pas ne pas vivre parce qu'on pense qu'on va souffrir. Il faut y aller, point. Et c'est notre lot à tous et à toutes. On n'a pas le choix. Si on se protège de tout, notre vie va être toute petite. On n'a aucun autre choix que de se frotter aux autres, que de faire confiance, que, que, de, que de se lancer dans le bain. Et oui, on souffrira.
Mais, mais c'est bien, en fait. Donc, je dis, j'aimerais bien qu'il qu'il fasse ça, qu'il sache, qu'on sache quelle dose de chagrin vont amener nos choix. Mais moi, je ne le pense pas et moi, je n'aimerais pas ça. Parce que je serais paralysé et la vie n'aurait aucun sens. Elle n'a de sens que parce que c'est une aventure, que parce qu'on ne sait pas. Et c'est extrêmement désagréable, mais je pense que c'est profondément vital. Et c'est ce que vous dites en substance, en dédicace à votre fille, à Adèle, notamment. C'est aussi un roman sur la paternité, finalement, même si ça arrive un petit peu sur la fin, mais c'est sur Mhm. le fait aussi de ne pas transposer ses errances, ses douleurs, ses craintes, et peut-être ses erreurs aussi. C'était important pour vous d'inclure finalement l'arbre généalogique de haut en bas pour mettre Jérôme dans cette sphère un petit peu plus globale que auto-centrée sur lui. Oui, je voulais qu'il entrevoie pour la première fois de sa vie ce qu'on appelle l'avenir. Je pense que c'est ça le problème de ces enfants, c'est que l'avenir n'existe pas. Il ne le voit pas. Il n'est que redouté. Et donc, on décide de vivre au présent comme ça, un truc tout petit. Et donc, on ne s'engage pas. On ne dit pas à quelqu'un qu'on l'aime, sinon on va risquer de le perdre. Et surtout, évidemment, on ne fait pas un enfant, parce qu'alors là, on va être habité par la peur de le perdre toute notre vie, chaque seconde de notre vie qui va suivre. Et c'est vrai, moi je suis père, je suis effrayé à chaque seconde qui passe de perdre un enfant, comme tous les parents qui sont là. On se condamne quand même à une peur absolument terrible quand on est parent. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose de mieux dans la vie, mais il faut y aller. Parce que si on a peur, alors on fait rien et on ne connaît pas ces sentiments d'amour-là, etc. Et on meurt seul. Non, il faut, euh, il faut y aller. Et donc oui, je voulais le poser dans un arbre généalogique. Je voulais qu'à la fin, ils comprennent qu'il n'y a de vie que dans l'engagement. Il faut s'engager, que ce soit dans son travail, dans ses histoires d'amour, dans nos relations à nos parents, dans nos relations à nos enfants. Il ne faut pas que ce soit, il faut pas que ce soit tiède. On vit qu'une fois. En plus, on vit pas très longtemps. Enfin, il faut que cette chose brûle quand même un minimum. Et, euh, et si on est prudent, c'est une petite vue tamisée comme ça, et ça me paraît mortifère. Alors, j'ai retrouvé quelques questions, notamment très intéressantes sur votre métier. À la fin du livre, vous vous interrogez sur la valeur de votre métier et je vous cite, finalement, qu'est-ce que cela répare? Est-ce que je le fais pour avoir de la reconnaissance que je n'ai pas eue quand j'étais adolescent, pour que les gens m'accostent dans la rue afin de guérir le gamin blessé de ne pas avoir eu d'amis, de ne pas avoir été capable de se lier aux autres, pour que les gens m'aiment enfin, parce que je suis malade de cela, pour que l'on me couvre de compliments dont j'ai tellement manqué quand j'en avais besoin. Mon métier était-il une vengeance envers tous ceux qui avaient douté de moi? Là, on sent du personnel, là, on sent de l'intime, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans ce livre-là et sur différents sujets, et notamment sur cette reconnaissance, cette phrase d'éducateur qui dit on ne sauve pas lorsque... Non, c'est pas ça. On ne vient pas sauver des enfants tous les jours quand on n'a pas été soi-même un enfant à sauver. Je- 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 C'était ma manière de dire, les dragons se cachent parce qu'en fait, il y a une honte liée au mal-être. Quand on va mal, quand on est en burn-out, je sais pas, il y a quelque chose, il y a la honte qui vient avec. Mais non, il n'y a pas de honte. On ne doit pas être honteux d'aller mal. On ne doit pas être honteux d'être triste. Alors je dis des choses aussi simples que quand tu as mal, dis que tu as mal. Quand tu es triste, dis que tu es triste. C'est con, mais c'est pas évident pour tout le monde en fait. Et il faut que ça le devienne urgemment. Il faut plus que la honte et la culpabilité s'ajoutent à, à- à des douleurs déjà insupportables. Et ça, c'était une des choses que je voulais à tout prix dire, en tout cas dans le livre.
Et c'est aussi comment dire, un roman sur le vocabulaire, finalement, pour ces mots qui blessent et qu'on pourrait dire autrement. Je pense notamment à ces phrases qu'on a tous entendues à un moment donné, que ce soit pour nous-mêmes ou pour autrui. Il faut grandir maintenant. Tu nous gâches la vie, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est peut-être aussi un roman sur ces petites phrases qui peuvent paraître anodines, mais qui finalement font souffrir, font mal, et qu'on pourrait donner en tout cas un angle, une ouverture différente à ces gamins. Et je trouve que là aussi, vous faites un véritable travail sur la question du langage à travers ces adolescents, notamment pour une ouverture vers autrui, mais aussi sur la question du langage que je trouve très pertinente. Ah, mais c'est gentil. Ces petites phrases, elles nous restent toute notre vie. Moi, c'est Colin, tais-toi. Colin, taisez-vous. Ça, c'est la phrase que j'ai entendue le plus quand j'étais à l'école. Moi, je me faisais exclure de l'école, en fait. J'ai été un exclu chronique de l'école parce que je parvenais pas à habiter la classe de la même façon que les autres. J'étais hyper actif en plus, donc c'était compliqué. Et j'ai entendu ça tout le temps. Mais taisez-vous, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Et ça blesse. Ça vous met des doutes quand vous vous retrouvez tout seul le soir dans votre lit et que vraiment vous vous dites, mais moi je suis personne destiné à devenir personne. Ils vous mettent ça dans le crâne quand même, quoi. Et c'est marrant parce que moi je suis ici en Belgique, je travaille à la télévision, je présente une émission qui s'appelle Le Taxi et je travaille à la radio sur une quotidienne qui est l'équivalent de France Inter, qui est la première de la chaîne du service public. Et en écrivant Les Dragons, jamais avant je m'étais fait la réflexion. En écrivant Les Dragons, j'ai réalisé que moi qui avais du mal à me lier aux autres quand j'étais petit, ou quand j'étais plus jeune, même adolescent et jeune adulte, je fais un travail où je me lie aux autres tous les jours à travers les ondes de la radio. Et j'ai réalisé que ce gamin à qui on a dit taisez-vous, Colin, pendant des années, aujourd'hui, on lui donne un peu d'argent pour qu'il parle dans le poste de radio. Et, et je me pose vraiment la question de savoir si c'est un hasard ou pas. La Est-ce que vie. c'est un hasard ou est-ce qu'il y a un truc en moi qui avait une rage de se venger et qui l'a fait et que je n'ai pas été conscient de ça? J'ai toujours cru vraiment que le fait d'être arrivé à la radio, etc., ou d'écrire même des livres, comment on se lie mieux aux autres qu'en écrivant des livres. Je pense que c'est ma meilleure manière de me lier aux autres, en écrivant des livres. Et j'ai toujours cru que c'était un hasard. Et en voyant l'enfant que j'étais, l'adolescent que j'étais, et l'adulte que je suis devenu, et en regardant ça de haut, en écrivant Les Dragons, je me dis, merde, est-ce que c'est vraiment un hasard? Parce que ça se tient quand même très fort, quoi, ces choses-là. On dirait presque que ça tient de la revanche, quoi. Et, euh, et en fait, j'en sais rien. En tout cas, c'est un destin parfait. C'est un Je, destin qui se je, retourne. c'est parfait. Mais en tout cas, je n'y avais jamais vu de sens et j'y ai vu du sens. Je vois une logique dans ce qui s'est passé et ça m'est quand même apparu là, dans l'écriture des dragons, quoi. C'est quand même étonnant. Et ce que vous dites sur le métier d'écrivain, Jérôme en parle un petit peu finalement, où il a 15 ans et la bibliothèque est finalement vécue comme une punition dans cet hôpital psychiatrique. Et il dit Ouais. également, je n'en avais rien à faire de lire des histoires inventées par des adultes qui avaient probablement eux aussi accepté les règles du petit monde normal. Ils pouvaient tous crever. Ça veut dire que vous avez aussi accepté les règles du petit monde normal? Certaines, sinon on ne peut pas monter dans le monde, sinon il ne veut pas de nous. Et c'est ça que j'essayais de discuter avec les enfants et avec Nell en particulier. Elle me disait, chaque fois que je viens à l'hôpital et que je ressors, j'ai l'impression d'avoir avancé. Et je ressors et le monde est exactement tel qu'il était. Lui, il n'a pas avancé. Alors que moi, j'ai travaillé. Et donc, toute la question pour les gens dyslexiques, hyperactifs, ceux qui ont des traumatismes graves, on a parlé des jeunes filles au début, qui s'automutilent, qui ne s'aiment pas, qui ne trouvent pas leur place dans le monde, etc. Il y a une question
comment vous allez trouver votre place dans le monde tel qu'il est. Parce que mauvaise nouvelle, il ne va pas changer pour vous. C'est cruel, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter et contre quoi vous allez vous battre? Parce qu'en fait, si vous n'acceptez rien, vous serez en dehors du stade et vous ne pourrez vous battre contre rien. C'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gamins et à elles dans le livre. C'est qu'on doit entrer dans le monde. Et ça ne fait pas nécessairement de nous des vieux cons. On peut monter dans le monde, aussi dégueulasse soit-il, et garder une éthique, une morale, des valeurs. Évidemment, on collabore à ce monde, mais on en a conscience. Au moins, on en a conscience. On n'est pas aveugle de ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et cette question de rentrer dans le monde tel qu'il est, elle est cruciale pour moi. Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner de mes prétentions d'enfant et, euh, et contre quoi je vais me battre jusqu'à ma mort? Vous savez, Nell, un jour, elle m'a posé une question qui a changé ma vie. Elle m'a dit un jour, très honnêtement, Jérôme, de toi à moi, qui est malade? Elle était hospitalisée depuis des années. Elle avait fait plein d'hospitalisations. Et elle m'a dit, est-ce que c'est toi, Jérôme, qui est malade de savoir vivre dans le monde tel qu'il est, de voir quelqu'un qui va dormir dehors cette nuit, même pas aller dans tes poches, voir si tu as 20 centimes, et retrouver ton meilleur pote à la place d'à côté et raconter tes dernières vacances? Tu es capable de faire ça? Et honteux, je lui ai dit, oui, je suis capable de faire ça. Je suis capable de passer devant quelqu'un dans la rue et de ne même pas aller dans ma poche voir si j'ai 20 centimes. Des fois, je le fais. Mais des fois, je t'avoue que je ne le fais pas. Elle dit, ou alors c'est moi qui suis malade. Parce que moi, je suis incapable d'accepter ça. Moi, quand je vois ça, c'est 3 jours de tétanie. Parce que je ne peux pas vivre dans ce monde-là. C'est quand même une excellente question de savoir qui est malade. Est-ce que celui qui est malade, c'est celui qui est capable de supporter le monde tel qu'il est? Ou c'est celui qui est incapable de supporter le monde tel qu'il est? Parce que si on se pose tous la question, on va quand même se dire qu'il est largement intolérable, ce monde-ci. Que les injustices sont trop nombreuses, trop puissantes. Et pourtant, ceux qui ne supportent pas ce monde et qui ne veulent pas monter dedans, nous disons que ce sont eux les malades. C'est une question fantastique qu'elle m'a posée, avec laquelle elle m'a laissé pour le reste de ma vie et que je n'oublierai absolument jamais. Et ça se comprend parce que je pense qu'on ne l'oubliera pas non plus. On va faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un extrait, Jérôme, un premier extrait du Hum. roman. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1 pour la photo. C'est parfait. Merci. C'est à vous, Jérôme, pour le premier extrait. Ah, alors, je pensais vous lire un petit extrait d'une minute au début, que je retrouve là tout de suite. Ah ouais, je voulais vous lire ça. En fait, à un moment, Léa, qui est la femme de Jérôme quand il a 35 ans, veut faire un enfant et lui ne veut pas, évidemment, puisque faire un enfant, il sait que ça va être s'attacher. Et il dit, j'ai sorti mon atout. Il va parler de l'enfant, hein. Tu as tort, c'est vrai qu'il peut mourir, tu le sais. Et disons qu'il vive. Ce ne sera pas mieux, parce qu'un enfant ne devient jamais exactement ce que tu espérais de lui. Ça pousse de travers, ces choses-là. Et il sera peut-être malheureux aussi, ou malade, ou ce sera un monstre. Les monstres aussi ont des mères. Tu as pensé à ça? Dès que tu couperas le cordon ombilical, il commencera à souffrir. Et toi, tu auras beau l'aimer, tu ne pourras rien y faire. Tu voudras réaliser l'impossible, le protéger du monde. Tu passeras ta vie à tenter de tout contrôler pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il reste debout. Mais tu ne seras pas toujours là. Alors, durant de longues nuits, tu resteras les yeux ouverts à fixer le plafond en priant d'entendre la porte d'entrée grincer qui te prouvera que ce soir encore, il dormira à la maison.
Avoir un enfant, c'est accepter de vivre dans la peur pour le restant de tes jours. C'est ça que tu veux? Enfanter un être qui devra affronter ce monde brutal. Il passera les 10 premières années de sa vie à enchaîner un banc d'école. Il aura des boutons, il subira les moqueries. Et puis un jour, il te dira qu'il t'aime, mais qu'il part quand même. Il t'appellera de moins en moins souvent. Il ne comprendra pas ce qu'il doit faire avec cette vie que tu lui as donnée. Il sera perdu. Ensuite, il peinera à trouver un boulot. Et s'il en trouve un, il réalisera très vite que ce n'est pas ce dont il rêvait. Il aura aussi des chagrins abominables et des peines de cœur. Il aura envie de mourir tellement ça fait mal. Tu auras beau lui dire maman est là, ça ne changera rien à sa peine. C'est ça que tu veux lui infliger. Tu ne pourras pas lui épargner la souffrance. La seule façon de le faire est de ne pas le mettre au monde. Voilà, Sandra, c'est à C'est son toi. passage de résistance. Sandra, à toi. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jérôme. Hein. Euh, enfin, la période du Covid, on le sait, a été particulièrement difficile pour les jeunes. Ils étaient déjà fragiles avant, mais alors ça les a, je pense, enfin, moi-même, hein, j'ai pu le constater, hein, ça les a encore plus fragilisés. On les a quand même abandonnés après ça. Enfin, nos autorités, il me semble, les ont quand même ignorés après cette béance, devant cette béance. Voilà, d'une absence de jeunesse possible à vivre à ce moment-là. Et est-ce que je voulais savoir en fait si le fait d'avoir écrit un roman sur le sujet de la fragilité des adolescents, est-ce que ce fait-là vous a permis de percevoir une sorte de frémissement de réaction possible de nos autorités? Heu, pas forcément, je dis bien autorité, hein, parce que voilà, je pense que les profs, n'y peuvent pas grand-chose, mais voilà, est-ce que vous avez reçu des réactions qui pouvaient donner espoir, enfin, qu'on puisse, un jour se pencher sur le mal-être de nos jeunes? Très franchement, j'aurais adoré vous dire oui. La vérité, c'est que c'est non. Non. J'ai, c'est pas le cas en France, parce que en France, le livre a eu beaucoup plus de mal à trouver son chemin. Mais ici, en Belgique, ça a été un sacré quelque chose, quoi, comme on dit chez nous. Il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Il a fait les premières pages des journaux. On a parlé dans le journal télévisé de 20 heures. Enfin, ça a été un vrai phénomène ici en Belgique. En France, pas. Il fait son chemin, mais très lentement. Mais en Belgique, par contre, il est absolument impossible que les gens n'en aient pas entendu parler parce que vraiment, ça a fait. Et donc, il est absolument impossible que dans tous les cabinets ministériels, on n'en ait pas entendu parler. Ce n'est pas possible. On va voter là tous, hein, le 9 juin. Nous, on vote pour les européennes, évidemment en Belgique, mais on vote aussi pour les régionales et nos élections nationales fédérales. Eh bien, personne, même de manière électoraliste, n'a eu l'idée de parler des jeunes. Personne. Dans la campagne en France, personne n'a parlé des jeunes. Dans la campagne en Belgique, personne n'a parlé des jeunes. Et c'est marrant, c'était le début de notre discussion. Comment ça se fait? Qu'est-ce que nous avons de plus précieux que ça, ceux qui vont venir après? Comment ça se fait que les chiffres soient ce qu'ils sont et que ça ne semble inquiéter personne? À part évidemment les profs et les soignants de première ligne, qui eux voient la vague, le tsunami arriver, mais que derrière, il n'y ait pas un débat sur ça. Qu'est-ce que nous sommes en tant que société en train de faire à nos enfants? J'aurais vraiment, je vous avoue que quand j'ai senti que le livre démarrait en Belgique comme de cette façon-là, je me suis dit, on va avoir un vrai débat national sur l'aide à la jeunesse, sur la manière dont on finance l'aide à la jeunesse chez nous, en Belgique. Ça n'a pas eu lieu. Euh, euh, Tous les témoignages viennent des gens, des gens. Et, mais ce n'est pas grave parce que nous sommes une force. Et la vérité, c'est que les dragons ont été lus par, ici en Belgique, en tout cas, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et que nous sommes une communauté maintenant, conscients de ce qui se passe.
Et nous sommes nombreux. Et c'est déjà ça, en fait. Mais une fois de plus, la pression va venir d'en bas. La compréhension ne va pas venir d'en haut. C'est ça que je veux dire. Et vraiment, et ça m'attriste. Ça m'attriste, mais c'est comme ça. Bien. Alors, sur un sujet un petit peu plus, comment dire, doux, il y Ah, a beaucoup de chouette. musique. Il y a beaucoup de musique. J'essaye de... Ah, Ça mais va c'est me faire bien. plaisir. Il y a beaucoup de musique dans ce roman. On pense notamment à Hotel California, à Eminem notamment, et non pas donc Serge Lama ou François Feldman ou toute autre musique que les parents de Jérôme écoutent. Mais dans Éviter les péages, il y avait déjà beaucoup de musique. On pense à Ouais. Bachung, on pense à Jeff Buckley. Finalement, on sent que c'est quand même un moteur qui vous permet d'aérer peut-être un peu le récit, de rendre les choses peut-être un tout petit peu plus douces. Comment vous envisagez cet art finalement dans l'écriture? Est-ce que vous écrivez en musique? Est-ce que la musique a un impact particulier sur le rythme de la narration? Finalement, est-ce que la musique a un véritable intérêt pour vous? Alors, elle est centrale. Ma vie est musicale. Sauf à un moment, c'est quand j'écris. Je ne supporte pas qu'il y ait de la musique quand j'écris. J'écris dans le silence. Mais je pense que c'est le seul moment de ma vie où j'écoute pas de la musique. C'est très bizarre. Vous connaissez Adeline Dieudonné qui avait fait La Vraie Vie et Reste. C'est une grande copine à moi. Je travaille avec elle ici à la radio en Belgique et puis on est amis depuis très longtemps. Elle écoute, elle écrit en écoutant de la musique tout le temps et notamment du métal. Et, euh, et moi, je peux pas. Par contre, dans ma vie, la musique est centrale, exactement comme les livres et les films. C'est-à-dire que dans la musique, je vais chercher de la mélodie, comme tout le monde, des émotions, etc. Mais moi, je me fais des boîtes à outils pour vivre. Et j'ai ma boîte à outils film, ma boîte à outils livre, ma boîte à outils chanson, que je sors quand j'en ai besoin. Alors, ça peut être une phrase lue que je connais d'une chanson, qui a beaucoup de sens pour moi, comme marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. C'est chez Bachung. Et ce, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir, ça me parle. Dans un film, ça va être E.T., on en a parlé tout à l'heure. Dans les livres, je vais avoir d'autres amis. Et la musique, c'est comme ça. Je vais y chercher des choses qui vont m'équilibrer. C'est là que je me rééquilibre. Quand je sens que ça penche par là, j'écoute un truc pour me rééquilibrer. Et je pense que vraiment, et les livres et la musique, je pense que ça joue un rôle de balance chez moi, dans ma vie. Mais c'est là présent tout le temps. La musique, vraiment, enfin, je connais vraiment, je, je- je- je suis un obsédé, quoi. J'écoute tout le temps. Et l'autre pendant, c'est évidemment les livres. Et alors sûrement, vous écrivez que les bibliothèques sont des cimetières où on aime se perdre Ils ne sont finalement, pas à des cimetières. sont pas des cimetières, pardon, Ouais. où on aime se perdre pour trouver 10 livres alors qu'on était parti pour en chercher un seul. Votre bibliothèque est donc apparemment un immense bordel. Et donc Oui, là, monsieur. on est en train de faire hérisser les poils de nombreuses bibliothécaires et libraires. Mais justement, c'est très intéressant aussi cette manière de... Je pense qu'on reconnaît aussi parfois un caractère, un homme, une femme à sa manière de ranger sa bibliothèque. Je pense que ça peut être une étude de fait ou une thèse. Mais Ah ouais. racontez-nous aussi cette histoire par rapport à peut-être votre premier livre, votre première sensation de lecture, votre parcours de lecteur finalement. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous avez appris à aimer ou à détester? Comment vous vous envisagez comme lecteur? Alors, sur la bibliothèque, d'abord, moi, j'essaye d'être très cohérent avec ce qui se passe dans ma tête. Dans ma tête, c'est le bordel. Donc, je brandis mon droit au désordre. Parce que je ne vois pas pourquoi je tricherais en ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans mon bureau. Et en tant que lecteur, ça a commencé par la bande dessinée quand j'étais petit. Vous savez, nous ici, en Belgique, on n'est pas fort en grand-chose, mais en BD, on a eu notre petit moment de gloire. C'est-à-dire qu'on est tous bercés à Tintin, par exemple, ou à Gaston Lagaffe, ou au Schtroumpf. Donc, ça a été la BD. Et en termes de roman, je me rappelle
que les 2 premiers livres, j'étais très jeune. J'avais 11, 12 ans. Mon parrain m'avait offert Ivanhoé et il m'avait offert Bilbo le Hobbit. Et je les avais lus et ça m'avait fasciné, mais fasciné. Et puis, la musique est arrivée, elle a pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Et comme il y avait de la place parce que les groupes d'amis ne me plaisaient pas, ben, j'ai commencé à lire. Et là, j'ai puisé chez des amis, chez mon parrain, un peu chez mes parents, mais il n'y avait pas grand-chose. Et c'était vraiment ça. Et les coups de cœur, ça a été Jack Kerouac sur la route, ça a été les premiers romans de Paul Auster, la musique du hasard, qui avait été une grande révélation pour moi. Ça avait été évidemment John Steinbeck, ça a été Gabriel Garcia Marquez après, ça a été Philippe Roth après. Et vraiment, il s'en est suivi vraiment une vie de lecteur. Parce que moi, à la radio, par exemple, aujourd'hui, je m'occupe d'une émission culturelle, donc je dois lire 3 romans par semaine. Je lis 3 romans par semaine depuis 20 ans. Donc, j'ai quand même lu des romans maintenant. Et, mais j'ai un penchant quand même, je pense, pour la littérature américaine. Est-ce que c'est dû à un fantasme que j'avais enfant de ce territoire-là? Je n'en sais rien. Mais j'ai relu il n'y a pas longtemps les 4 saisons de Stephen King avec ce premier épisode qui est Shawshank. Vous voyez, cet homme qui veut s'évader de la prison dans laquelle il est en creusant un tunnel. C'est vraiment magistral, quoi. Ça se lit en 3 heures et c'est une leçon du début à la fin. On est transporté, on pleure, on rit. C'est c'est absolument terrible. Et donc, ma vie de lecteur, elle est extrêmement explosée avec des obsessions pour Paul Auster, David Lodge, Gabriel Garcia Marquez, Italo Calvino. Et il est vrai que probablement tout au-dessus de la pyramide, il y a Philippe Roth. Alors, je sais que certains le voient comme un auteur un peu masculiniste, mais quand je lis La bête qui meurt, par exemple, sur cet homme qui avance dans la vie et qui parle de la bête, hein, c'est sa bête sexuelle, hein, celle qui est en lui, qui est en train de mourir, je trouve pas ça immensément masculiniste. Et il m'attendrit beaucoup. Et je trouve que un roman comme Némésis, par exemple, et putain, j'ai envie de pleurer rien qu'en parlant de Némésis. C'est l'histoire d'un mec qui veut faire le bien et qui, malgré lui, ne le fait pas. Et je trouve que raconter cette histoire de cette manière-là, s'il faut lire un livre, là, c'est Némésis, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. Après, si on commence à parler bouquins, ça va durer parce que Je comprends pourquoi j'ai beaucoup aimé votre livre avec de telles références. Je comprends. J'aimerais qu'on parle peut-être de cette rencontre avec Colette, qui a le regard de victime de krach boursier de 1929. Je ne me remets toujours pas de cette phrase. Et de son point noir dans une main, une rencontre qui déclenche, qui émeut, qui sauve potentiellement. Est-ce que finalement, Jérôme le dit, cette fille n'est pas une fille, c'est un événement. Et c'est vrai que c'est intéressant cette phrase parce qu'une telle rencontre déclenche une telle émotion, une telle difficulté, on ne la voit pas venir finalement, cette rencontre. Elle arrive véritablement de manière extrêmement brutale, comme un choc, comme en effet un krach boursier, clairement. Est-ce que pour vous, l'amour est un facteur qui permet d'envisager finalement l'avenir plus sereinement? Vous avez 4 heures, Jérôme Collin. l'amour, L'amour, vous avez dit l'amour. ouais. Et non pas la mort. L'amour, selon moi, ne permet pas d'envisager l'amour sereinement. Ça fout la trouille quand même, non? Parce que l'autre peut partir tout le temps. Je trouve pas ça serein, l'amour. Je trouve que enfin le monde est grand. Je trouve qu'avant, il est tout petit. Et puis quand cette chose-là arrive dans notre vie, le monde est grand. Et je ne sais pas comment l'exprimer d'une autre façon. Il peut être très étriqué aussi.
à contrario. Alors il faut partir. Alors c'est pas de l'amour, je crois. Mais l'amour, je trouve pas ça très serein. Moi, ça fait 28 ans que je vis avec la même femme, qui est la maman de mes enfants, et je trouve toujours pas ça serein. Et je crois que ça me réjouit d'ailleurs. J'ai toujours peur de plus l'aimer, qu'elle ne m'aime plus, euh, qu'on s'ennuie. Alors ça arrive évidemment, ça fait 28 ans, qu'on baisse les bras comme ça, qu'on travaille plus. En fait, voilà, j'ai peur qu'on ne travaille plus, qu'on ne soit pas tous les deux attentifs au fait de s'aimer. Et je pense que je suis terrifié de ça. Et donc, je ne trouve pas l'amour serein. Mais ce que j'ai voulu dire par c'était pas une fille, c'était un événement, c'est que dans la vie, on rencontre plein de gens, tout le monde. Et puis, de temps en temps, 2, 3, 4, 5 fois dans notre vie, on rencontre des événements, des gens qui vont habiter notre vie, où elle sera plus la même. Elle était d'une manière avant eux et elle est totalement différente après eux, après leur apparition. Sont véritablement des événements. Et moi, je suis fasciné là, ça fait 28 ans que je suis avec la femme, la maman de mes enfants. Et pour tout vous dire, elle s'appelle Colette. Et ouais, Ok. et ouais, c'est pas mal. Hein. Et, et ce livre est pour moi une manière de lui dire que je l'aime. Hein. Et, euh, et je me demande toujours ce que j'ai fait l'après-midi avant que n'advienne le soir où j'allais la rencontrer. Je me dis, mais qu'est-ce que je foutais cet après-midi-là sans savoir que ce soir-là, elle allait apparaître et qu'on allait vivre le reste, enfin, en tout cas, les presque 30 prochaines années à dormir presque tous les jours ensemble, à faire des enfants, à perdre nos parents, à se soutenir dans ces moments-là. Qu'est-ce qui s'est passé une heure avant que je la rencontre? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé quand elle est entrée dans la pièce? C'est abyssal de penser à ça. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes alors que vient d'entrer dans la pièce quelqu'un qui va changer notre vie à jamais? On ne le sait pas. Et franchement, si je pouvais voir du haut un moment de ma vie ou revivre un moment de ma vie, j'aimerais revivre ce moment de ma vie où Colette est entrée dans la pièce. Parce que j'aimerais me voir ne pas comprendre que ma vie vient de changer. Être à ce point naïf. et, euh, et voilà. Donc, je trouve peu de sérénité dans l'amour, mais je trouve que mais c'est essentiel. c'est, euh, c'est, pour moi, c'est vital. C'est-à-dire que on est, quand j'essaie de faire comprendre à mon gamin là dans le livre, à Jérôme, que si on s'aime, on peut mutuellement se sauver. Je sais que certains disent que ça fait un peu bisounours, mais vraiment, je vous jure, moi, je pense que je le pense vraiment. J'ai pas de honte à le penser. Je, je- En fait, je le sais vu que je l'ai vécu. Je ne peux pas nier ça. Moi, j'ai rencontré une femme qui m'a sauvé et, euh, et j'avais envie de l'écrire. Aussi naïf cela puisse paraître, c'est tout. On est loin de la naïveté. Jennifer, à toi. Bonsoir. Alors, moi, je vais casser un petit peu l'ambiance, du coup. Désolée, je préviens. Ah, voilà. Et puis, en plus, je reviens en arrière dans la discussion parce que je suis un petit peu lente des fois à réfléchir. Du coup, ma question était la suivante. Quand vous parlez du mal des jeunes, forcément, c'est un sujet qui nous inspire énormément.
Et puis, il m'est revenu une phrase que m'avait dit un jour une personne âgée qui me parlait d'une jeune et qui m'avait dit, elle a le mal de vivre, elle a toujours eu le mal de vivre. Et en fait, on a l'impression qu'effectivement, il y a quand même souvent des raisons aux choses, hein. Et puis d'un coup, on a une fratrie avec des enfants qui viennent d'un même milieu social, qui n'ont pas particulièrement de problème. Et puis, il y en a un qui est malheureux depuis qu'il est né, qui est malheureux, qui est malheureux. Donc, c'est un truc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de fatalité ou parce que ça vient pas toujours des événements extérieurs ou oui, ou est-ce que c'est une chose d'extérieur et est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce qu'il y a vraiment cette fatalité, ce mal de vivre qui peut aussi arriver et contre lequel malheureusement on ne peut rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. C'est vraiment intéressant cette histoire de fratrie où effectivement on va avoir un enfant qui ne va pas habiter le monde, pour reprendre Jean-Paul Dubois comme tout à l'heure, de la même façon que ses frères et sœurs ou que ses parents. Je pense qu'il y a vraiment deux choses. Qu'il y a quelque chose au fond de nous qui vient, qui est transgénérationnel. Vraiment, je crois très fort à ça, que l'histoire de notre famille est inscrite en certains d'entre nous. Je crois très fort à ça. Et puis, on ne vit pas tous les mêmes événements. Et dans une fratrie, un enfant va pouvoir vivre d'autres événements que ses frères et sœurs. Il va pouvoir avoir une sensibilité différente de ses frères et sœurs. Il va pouvoir avoir un bouclier face à la vie moins épais que celui de ses frères et sœurs. Et effectivement, on arrive dans les fratries où les enfants sont très différents les uns des autres. Et en tant que parent, je trouve ça très troublant. Chez nous, par exemple, on a des enfants très différents les uns des autres. On en a qui ont des grosses armes et on en a qui ont deux cailloux. Et le monde est le même pour les deux. Ils vont devoir tous les deux rentrer dans le monde. Et ce mal-être au monde, je ne pense pas que la question avec le mal-être ou la manière d'habiter le monde que nous avons peut se parler en termes de guérison. Je ne pense pas qu'on guérit de l'enfant qu'on a été. Mais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à guérir de l'enfant qu'on a été. Ce que je pense intéressant, c'est de réparer ce qu'il y a à réparer, comme dit Philippe Roth. C'est pour ça que cette phrase m'a frappé. Penche-toi sur ton passé, répare ce que tu peux réparer, tâche de profiter de ce qui te reste. C'est comme s'il nous envoyait à la merde, quoi. Enfant gâté, tâche de profiter de ce qui te reste. Et soigner l'enfant qu'on a été, je pense, guérir, je pense que ce n'est pas possible. Mais réparer des choses qui sont réparables, déposer une partie de choses et continuer à avancer avec un sac à dos chargé de l'enfant qu'on a été, en fait, je crois que c'est bien. Parce que je crois que c'est exactement ce qui fait de nous, nous. Et que si on n'embarquait pas le gosse qu'on a été avec toutes ces angoisses, tous ces trucs, ben on serait tous les mêmes et on serait moches. Et c'est marrant parce que, par exemple, l'heure est aux confessions. Moi, je suis très anxieux et je fais des crises d'angoisse. Ça me reprend de manière assez cyclique. Tous les 4, tous les 6 mois, je fais des crises d'angoisse. Ça dure 2 jours ou 3 jours. Ouais. Et ma femme, il n'y a pas longtemps, me demandait mais t'en as pas marre? T'aimerais pas que ça s'arrête? Et je crois que la vérité, c'est que non. Je ne crois pas que j'aimerais que ça s'arrête. Parce qu'en fait, c'est vivable. C'est pas tout le temps. Et que c'est extrêmement constitutif de ce que je suis. C'est-à-dire que je suis ce garçon-là. Et ces angoisses, elles viennent pas de nulle part. Elles viennent d'une sensibilité par rapport à certaines peurs. Et que je trouve pas honteux d'avoir peur de ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, et donc, je pense qu'on peut être d'accord si la balance est bonne entre le plus et le moins, de ne pas être débarrassé de tout, quoi.
Sinon, je crois qu'on se ferait chier. Il n'y aurait plus de vie à l'intérieur de nous. On serait juste des machines à faire les choses. Et là, ce serait chouette. On va tondre le gazon, on sort les poubelles, on va faire les magasins, on mange. Mais quelle serait notre vie intérieure sans ça? Euh, je pense qu'alors on s'ennuierait vite, vite avec soi-même. Je Aurélie, crois. Aurélie, c'est à toi. Je cherchais le bouton. J'étais hypnotisée, pardon. Et du coup, est-ce que la solution, c'est pas l'acceptation? De quoi? Ben, si on peut pas, enfin, vous dites que il y a les crises d'angoisse, vous les acceptez et elles sont constitutives de ce que vous êtes Ouais. et notre place dans le monde, on peut pas se battre. Ah, si, on peut se battre. Mais accepter, c'est pas là. Faut pas les aimer. Moi, je les aime pas. Hein. Faut pas. Ce que je dis à Adèle à la fin du livre, euh, n'aime pas ces choses-là, mais elles feront partie de ta vie. Et c'est comme ça. Donc, il y a une part d'acceptation, vous avez raison, je trouve, mais ça ne nous empêche pas de lutter, parce que c'est ce qui nous permet d'être dans le monde. Et si on est dans le monde, alors on peut avoir des ennemis et les meilleurs possibles. Et se battre contre des choses de toutes nos forces. Mais si on n'a pas ces petites vies intérieures, on a envie de se battre contre rien, je crois. Parce que rien ne nous touche, rien ne nous indigne, rien ne nous met en colère. Et donc, on a besoin de l'enfant qu'on a été pour se mettre en colère, s'indigner. Parce que l'adulte, lui, il paye des factures, il sort les poubelles, il tond la pelouse, il essaye de garder son couple à flot, il va au boulot. euh, mais l'enfant, il nous rappelle qu'il faut se battre contre des trucs. Enfin, moi, je sais bien que c'est lui qui me rappelle ça. L'adulte que j'ai, il se demande demain combien de rendez-vous, comment il va faire pour faire son émission. Et puis après, il faudra aller chez le coiffeur parce qu'on fait de la télé samedi. Des trucs cons, des trucs cons. L'adulte, en fait, il pense que à des trucs cons. Mais par contre, l'enfant, il a encore d'excellentes idées. Et, et si tu te rebellais contre ça? Et si tu n'acceptais pas cette injustice-là au travail? Et donc oui, c'est accepter, mais c'est même au-delà de ça, je crois. Moi, mes petites crises d'angoisse, je les déteste au moment où elles sont là, mais je pense que d'une certaine manière, je chéris le fait qu'elles existent, sauf quand elles sont là. Mais, euh, mais je pense elles sont pas inutiles. Voilà. Note pour plus tard, il faudrait traiter tous les enfants comme s'ils étaient internés en psychiatrie, avec précaution. Oui, monsieur. Est-ce que c'est pas finalement, c'est regarder différemment un enfant, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté finalement dangereux de regarder un enfant comme s'il était en psychiatrie? Est-ce que tous les adultes sont capables de le faire? C'est ça ma question en fait. Est-ce que tous les adultes sont capables de regarder un enfant comme s'ils étaient internés en psychiatrie avec précaution? Je suis pas sûr que tous Je les vais adultes dire, soient c'était capables. avec précaution. C'est-à-dire que vraiment, je pense vraiment que la bienveillance amène de très bons résultats. Quand on voit combien le monde paraît persécutant aux enfants, ils le disent tous en psychiatrie. Le monde est persécutant. Ma famille est persécutante, l'école est persécutante, mon groupe d'amis est persécutant, les réseaux sociaux sont persécutants, la rue est persécutante, tout est persécutant. Et donc, on peut au moins se poser de la question de savoir que si on manipulait les êtres humains qui sont autour de nous avec précaution, ça veut dire tendresse, hein, bienveillance, comment serait le monde? Juste poser cette question-là.
quand je vois la dose de violence qu'il y a dans l'école, qu'il y a dans l'entreprise, dans les familles, des fois la mienne aussi, hein, faut qu'on fasse gaffe, quoi. Faut qu'on fasse gaffe. J'ai- Moi, j'ai une petite révélation. Vous avez lu Sapiens d'Harari, le truc qui a eu énormément de succès là. Et à un moment, il dit, c'est difficile à s'imaginer, mais il y a 200 000 ans, il y avait plusieurs races d'hommes sur Terre. Il y avait Sapiens, mais il y avait aussi d'autres races d'hommes. Ce qui aujourd'hui n'existe plus, il n'y a plus que Sapiens, Sapiens. Et il pose une question assez sympa, il dit, pourquoi c'est Sapiens qui a gagné? Et la vérité, c'est que il sous-entend que Sapiens a gagné parce que c'était le plus organisé et le plus cruel d'entre tous. Ce qui veut dire que ce serait nous. Et qu'il y a quand même quelque chose en nous, dans notre nature profonde, quelque chose du génocidaire, parce que c'est ce qu'a fait Sapiens. Il a génocidé les autres races d'hommes présentes sur Terre avec lui. C'est Harari qui explique ça beaucoup mieux que moi. Et je m'étais dit, merde, c'est donc en chacun de nous, ça explique tout. Nous sommes des crapules, quoi. Et je pense que vraiment une partie essentielle que nous avons à jouer, c'est de se battre contre cette petite chose qui est en nous et qui n'est pas belle et qu'il ne faut pas laisser se développer parce qu'elle est en nous. Et on le voit, hein, en quatre coins du monde, on voit qu'elle est en nous. Ouvrez la télé, vous voyez que c'est en nous, la violence. Donc faire l'exercice de la précaution. Bien. Je vous avais demandé, Jérôme, en amont, de choisir un livre méconnu que vous aimeriez remettre en avant, un livre ou un auteur qu'on connaît peut-être moins en France. Est-ce que vous avez, qui avez-vous choisi? Alors, j'aurais pu en choisir beaucoup parce que j'ai plein d'amis et collègues écrivains belges. Alors, il y en a qui dépassent vos frontières, hein, comme Adeline Dieudonné, évidemment, avec La Vraie Vie. J'aurais voulu vous... En fait, je vous aurais bien parlé de mon copain Florent Oiseau, qui est édité chez Alary, mais vous le connaissez trop Eh bien. oui, on le connaît trop bien. J'adore ces livres à Florent. Ces livres D'ailleurs, il y a une certaine tendres. similitude, il y a une certaine similitude sur le début de votre livre, de vos livres finalement. Au début, j'ai trouvé que c'était extrêmement caustique, extrêmement dans le ton. Vous étiez totalement en symbiose totale tous les deux. Et après, en effet, ça change totalement, clairement. Mais oui, je comprends. Ouais, ouais, j'aime beaucoup Florent, sa manière d'écrire, j'ai lu tous ses livres. Voilà, j'aurais bien parlé de lui, mais évidemment, je sais que vous le connaissez très bien. Je pourrais vous parler de Myriam Leroy. Myriam Leroy, c'est une journaliste, écrivaine belge qui a déjà publié pas mal de livres. Ariane, Les yeux rouges, Le mystère de la femme sans tête. Et Les yeux rouges était un livre assez fascinant qui parlait en fait de harcèlement en ligne et de l'effet que ce harcèlement en ligne avait sur la vie d'une jeune femme. C'est un roman absolument brillant. Ça s'appelle Les yeux rouges et c'est Myriam Leroy. C'est une styliste en plus, Myriam. Elle écrit extrêmement bien. C'est une personne anormalement douée. Et, euh, et j'admire beaucoup sa manière d'écrire et j'admire beaucoup l'engagement personnel qu'elle met dans ses livres. C'est-à-dire que vraiment, elle prend ses organes et elle les dépose comme ça. Et elle met toute sa vie comme ça dans le livre. Et je trouve ça très, très fort. Quand je sais que le prix que ça lui coûte et la violence qui des fois déferle sur ces femmes qui s'expriment de cette manière, je la trouve d'un courage et d'un talent absolument fou. Donc, c'est Myriam Leroy avec Ariane, Les yeux rouges ou Le mystère de la femme sans tête. Et en effet, qui est publié chez Seuil, qui est peu connu finalement, en effet, en France et dans les milieux
très littéraire, elle est plutôt très bien connue, mais Ah pour le ouais, grand ouais. public, très peu malheureusement. Ma deuxième question que j'avais anticipée toujours, c'est celle de l'avenir, finalement, puisqu'on parle beaucoup d'avenir dans ce livre-là. On parle beaucoup de passé, bien entendu, mais il y a une porte vers l'avenir. Je vous ai demandé de vous imaginer dans 50 ans, en 2074, et de vous projeter. Que voyez-vous autour de vous, Jérôme, et notamment peut-être sur l'état de l'adolescence, l'état de l'école? Comment voyez-vous les choses? Comment envisagez-vous cet avenir-là? Alors, mauvaise nouvelle pour moi, 2074, je suis décédé On ne sait pas. Tout depuis est un possible. certain temps déjà. Tout est possible. J'aurai 100 ans en 2074. Euh, eh bien, ça m'a excité votre question. Parce qu'en fait, avant, la science-fiction, c'était ça. C'était se projeter dans 50 ans. Mais maintenant, avec ces fous furieux de la Silicon Valley qui font avancer le monde à la vitesse de l'éclair, le monde n'a jamais été aussi vite que maintenant, à cause de Meta, à cause de tous ces fous furieux de la Silicon Valley, de Google et de Apple. Le monde va tellement vite que la science-fiction, maintenant, c'est à 3 ans. C'est ça, c'est pour ça que les uchronies sont folles pour le moment. C'est-à-dire qu'on peut faire de la science-fiction à dans 3, 4, 5 ans. Avant, c'était inimaginable. Vous faisiez de la science-fiction, c'était dans 200 ans, quoi, à la vitesse à laquelle allait le progrès. Et donc, 50 ans maintenant, ça paraît inimaginable. Je trouve que c'est un temps trop long pour de la science-fiction. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, dans 5 ans, très honnêtement, je ne saurais pas deviner rien de ce que sera le monde. C'est donc Mark Zuckerberg sera le roi du monde. Je n'en sais rien. Et s'il est le roi du monde, il faut partir. Mais c'est, je ne suis pas extrêmement optimiste, moi, avec la Silicon Valley. Je pense que vraiment, ces gens nous font courir un danger énorme sur l'humanité. Vraiment. Je pense qu'ils sont malfaisants et mal intentionnés. Tout ça pour avoir encore plus de fric que ce qu'ils ont. Et non, ça, à 50 ans, très franchement, je serais bien incapable d'imaginer le monde. J'espère qu'il n'y aura plus Internet. Voilà. C'est vrai, à ce point-là? Voilà. Ah ouais, ouais, j'espère qu'il n'y aura plus Internet. Internet, franchement, c'est une des passions de ma vie. Je suis fou d'Internet. Mais je pense que j'espère qu'il n'y aura plus Internet. Par rapport au mal que ça peut engendrer, notamment dans les milieux scolaires et Tous les adolescents. milieux. Dans le milieu du travail, dans le milieu scolaire. Je pense que vraiment, ça va trop vite pour nous. Nous, on est équipé enfin, on est devenu sédentaire il y a 12 000 ans, quoi. Quand même, il y a 15 000 ans, on était des chasseurs-cueilleurs. Il y a 12 000 ans, on a décidé de s'arrêter. Et ça, c'est bien expliqué dans le livre aussi. Non, mais c'est vraiment, il y a Bien. 10 000 ans, on a décidé de s'arrêter. Euh, Regardez l'invention de l'électricité. C'est quand? Vous avez vu la vitesse à laquelle va le monde maintenant, alors qu'il allait tout peinard avant? C'est trop vite pour nous. Je pense que vraiment, on n'a pas notre cerveau n'a pas eu le temps de faire la transition vers Internet. C'est trop rapide pour nous. Et je pense qu'on pète les plombs à cause de ça. Parce que vraiment, tout ce truc va trop vite pour notre capacité à l'encaisser. Je suis persuadé de ça. Persuadé. Donc, j'aimerais bien que une de mes plus grandes passions dans la vie disparaisse. C'est Pour mes courageux. petits-enfants. C'est courageux. Eh bien, on va terminer cette rencontre avec un deuxième extrait, alors, Jérôme. Vous voulez? Eh oui, Alors, je vais vous lire un petit passage qui se passe avec... parce qu'après la tendresse, il y a l'abandon, pour vous citer. oh là là, je sais. Ouais, c'est un passage où Jérôme va chez le psychiatre. Il comprenait pourquoi je m'isolais, pourquoi je reculais alors qu'on me proposait d'enfin quitter l'enfance. Le monde est parfois dégueulasse, il a dit. Et c'est précisément pour cette raison qu'il faut le combattre. Le monde attendait de moi que je m'isole,
parce que ça l'arrangeait le monde, l'isolement. Ça lui permettait d'avancer comme il l'entendait, sans trop de résistance. Tu as vu? Tout le monde se replie sur lui-même en ce moment. Le grand problème de notre époque, c'est qu'elle est tombée dans le piège de la valorisation du chacun pour soi. Il avait peur d'un monde dont le message principal pour accéder au bonheur était « Pensez à vous ». C'est ça le malheur de notre époque, il a dit. C'est le culte de l'individu. Aujourd'hui, pour être heureux, les gens font du jogging et du yoga. Ils se replient sur eux-mêmes parce que notre époque est parvenue à faire croire à tout le monde qu'on pouvait se réparer seul, isolé des autres. Ce n'est pas toi, Jérôme, le problème. C'est cette idée-là. Ça m'a bouleversé qu'ils disent cela, que le problème ne venait pas uniquement de moi, que le monde lui aussi avait sa responsabilité. C'est normal que vous vous retranchiez dans vos chambres parce que c'est ce que fait le monde. Il se recroqueville et il a tort, parce qu'il n'existe qu'une seule force, celle du groupe. Merci Jérôme. Et je terminais cette rencontre en vous citant une dernière fois, parce que je pense qu'elle résume bien aussi le livre et le roman. La joie est le seul vrai doigt d'honneur à tout ce qui nous gâche la vie. Je suis d'accord. Merci infiniment, Jérôme Collin. Merci à tout le monde. C'était un plaisir de passer la soirée avec vous. On profite encore qu'Internet existe. Non, Et non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est horrible, mais je pense vraiment que je pour suis les d'accord gosses, c'est avec très vous. bien, quoi. Ou alors, il faut qu'on donne Internet à 40 ans. Vous voyez C'est ce que une je veux bonne dire? idée. Mais qu'on doit passer une partie de notre vie sans. Ça accélère trop notre vie. Mais C'est c'est trop vite. alien. Ça aliène parce que ça va trop vite et je crois que ça nous échappe et je crois que ça nous affecte beaucoup plus qu'on ne croit. On n'est pas des machines aussi rapides que ça. On ne peut pas gérer des émotions. Vous avez déjà allumé Instagram le matin? La guerre en Irak, un ours sur la banquise qui est en train de dériver, Israël, la Palestine, Donald Trump, un panda qui fait des cumulés. Moi, je ne suis pas capable, dans les 36 premières secondes où je me réveille, de gérer autant d'émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on n'est pas fait comme ça. On n'est pas fait pour le scroll comme ça, on voit que des trucs. Comment voulez-vous gérer autant d'émotions que ça en si peu de temps? C'est ça que j'aime pas. Enfin, que j'aime pas. J'adore, je suis complètement accro. Mais je pense que ça ne me fait pas du bien. Ce sera le mot de la fin. Après, c'est pas parce que je veux supprimer Internet que ça va être supprimé, hein, n'ayez pas de- On ne sait jamais, vous avez peut-être le bras long, Jérôme. Sait-on jamais. Mais je vous remercie pour votre attention et pour votre lecture attentive. Ça me touche beaucoup que les gens lisent aussi le livre en France parce que je sais bien qu'il a plus de mal à trouver son chemin et je sais bien que je reçois aussi plein de messages de France et j'aimerais tellement qu'il touche plus les jeunes et ceux qui s'occupent d'eux. Et alors justement, par rapport à ça, j'avais noté une question que j'ai pas pu poser parce que j'ai dû la sauter par inadvertance, mais justement, euh, qu'ont pensé finalement les jeunes? Est-ce que vous avez fait lire ce livre-là Bien aux, sûr. aux personnes qui sont internées là-bas? Qu'est-ce qu'elles ont pensé? Et surtout, est-ce que ça a eu un déclic, comme vous le dites aussi très bien pour Steinbeck, pour Jérôme? Est-ce que ce livre-là a aussi eu peut-être un déclic pour orienter ces jeunes-là? Je reçois plein de messages de jeunes qui me disent, je lis jamais, mais alors votre livre, j'ai adoré. Ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. C'est quand les jeunes lisent pas et qu'ils lisent celui-là et qu'ils se disent et qui me disent, je vais en lire un autre. Ça, vraiment, je pense que c'est ce qui me fait le plus possible parce que je connais la valeur du temps passé avec un livre. Je sais combien c'est bon et combien ça fait du bien. Et oui, oui, évidemment, les jeunes l'ont lu, la plupart. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'ils sont contents qu'on parle d'eux parce qu'ils sont invisibles normalement. On dit les malades et on dit que ça et on veut même pas savoir qui ils sont, quel visage ils ont, quel est leur passé, à quoi ils ressemblent. C'est juste les malades. Et il y a quelqu'un qui les humanise, je pense. Et, euh, et je sais que et je sais que que ça les touche beaucoup. Et moi aussi d'ailleurs. C'est c'est juste humaniser des enfants qu'on cache. Donc oui, Mais vous le faites très bien. Merci infiniment, Jérôme. c'est gentil.
Et on espère vous lire à nouveau bientôt. On sait que ça prend minimum 2 ans, mais on espère que les suites Voilà. vont venir. Nous verrons. Nous Merci, verrons. Jérôme. À très Merci à bientôt. vous. C'était un plaisir de passer la soirée avec vous. Nous aussi. Au revoir, Au Jérôme. revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.